même. Alors je ne vais pas mettre, sinon on va se perdre, on va essayer d'utiliser tous le même. Alors pour le moment, mais je ne sais pas si vous avez tous accès au même. Ça je vais demander à Denis Paul, est-ce que vous avez tous accès à au bon cours sur l'UV. Vous avez tous accès à l'UV ou pas? Vous avez personne n'a accès à l'UV, mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. Non, moi j'ai accès, mais je me souviens pas à laquelle des deux. Ok, mais bon, ça on va voir un petit peu. Et donc j'ai mis la résolution de l'exercice de la semaine passée sur l'UV. On va passer 2 minutes, on va vite parcourir. Et Gérard a fait une résolution analytique. Il va vous la montrer, c'est pas pour vous faire peur. C'est simplement pour que vous voyez que ce type de résolution existe. Et d'ailleurs, comme on l'avait dit, donc c'est pas l'objet du cours de faire ce genre de calcul, mais c'est simplement pour familiariser, pour pouvoir aller plus loin. Donc ce qu'on a fait la semaine dernière, donc on va faire ça pendant un petit quart d'heure, et puis on va retravailler sur les typologies structurales. Et cet après-midi, comme c'est prévu dans la grille, on va travailler sur le prédimensionnement. Donc l'objectif de cet après-midi, on avait mis ça en vert, c'est-à-dire que c'était plutôt facultatif, mais je me demande si c'est une bonne idée d'avoir mis des choses facultatives, parce que pour l'étudiant moyen, dès que c'est facultatif, c'est pas obligatoire, dès que c'est pas obligatoire, je ne viens pas. Quoique c'est pas tout à fait vrai, parce que la semaine passée, on était assez nombreux, mais comme on a difficile à faire une frontière nette en se disant, dès qu'on est dans un exercice comme la semaine passée, on commence à ouvrir d'autres portes et on parle d'autres choses. Donc c'est un petit peu difficile cette distinction entre facultatif et obligatoire, enfin bref. C'est pas grave, on essaiera de faire pour le mieux. Donc, si on reprend ceci, et comme tout le monde n'était pas là, je vais réexpliquer la finalité de l'exercice qu'on a fait la dernière fois. Donc ça, c'est un truc que je vous avais montré le matin. Donc c'est un bâtiment, on va dire, bon, mais pas vraiment, parce que c'est un bâtiment en porte-à-faux. Donc, comme je le disais, il n'y a pas d'appui de cette partie-ci sur cette partie-là, donc ceci est en porte-à-faux. Et donc, c'est un bâtiment avec on va dire, une macro-poutre. Donc, on voit la grande poutre en treillis, qui est ici, etc. Et bien entendu, les membrures supérieures et la membrure inférieure. Alors, ce qu'on a fait la dernière fois, alors oui, j'ai résolu ce petit exercice proprement, on l'a fait ensemble la dernière fois, je l'ai résolu proprement, je l'ai mis sur l'UV, mais je me suis dit que c'était pas mal pour vous aussi d'avoir une résolution d'un exercice plus simple. Donc, un truc tout à fait simple, ici vous voyez qu'il y a une montée une verticale et un deuxième. Donc la portée du porte-à-faux, c'est tout ceci. Le premier petit exercice que je vous montre ici, c'était si j'avais un porte-à-faux tout petit. Donc si j'avais une charge là, un appui là, et rien qu'une diagonale tirée. Et donc là, ce qui est intéressant de faire, quand on a des macro-poutres comme ça, ce qui est bien de faire, c'est un exercice, c'est une approche, on va dire, macroscopique. Donc on considère cette poutre comme une poutre, on ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur, mais on fait simplement des équilibres de translation et de rotation. Donc ici, si je regarde tout cet objet-là comme une poutre, cette poutre est appuyée là et là, ça c'est l'action, et si je veux connaître les réactions gauche et droite, je sais que la somme des réactions, réaction ici plus réaction là, est égale à P. Je fais un équilibre de rotation autour de ce point-ci, et donc je vois que, puisque j'ai P comme le couple ici, qui va tourner vers la gauche, c'est P fois cette distance-là, et j'ai le même couple ici, et comme les deux distances sont les mêmes, là la réaction à droite est une réaction négative, égale et opposée, égale et dirigée de bas en haut et égale à P. Et alors si je fais cette décomposition, c'est pas très, je vais plutôt, je vais pas utiliser ça. Donc ce qu'on a ici, donc c'est, ouais, je suis pas très bon là. Là, donc j'ai la petite poutre. Je vais mettre mieux.
Voilà, donc ça c'est la poutre ici, avec la force qui est juste un peu en dehors de l'écran. Je fais l'équilibre, je sais que la réaction à gauche plus la réaction à droite est égale à P. Je fais la rotation autour de G. J'ai P fois cette distance A qui est égale à la réaction à droite fois cette distance A. Et donc j'ai la réaction à droite est égale à P. Et d'ailleurs, ça c'est évident, c'est simplement une balance avec l'équilibre des deux. Et donc, puisque j'ai P, la réaction ici à gauche est forcément égale à 2P. Et si je fais l'approche, donc ça c'est l'approche externe, globale, et si je fais l'approche interne, j'ai ceci. Donc je peux partir de la force qui est ici. L'effort dans cette barre-là est nul, donc l'effort il descend gentiment ici. Là il se décompose comme ça et comme ça. Cet effort-là, comme on l'a fait la dernière fois, on le remonte ici. Je vais le décomposer suivant ces deux directions-ci. Donc cet effort-là, je le décompose comme ça et comme ça. Et cet effort-là, qui est 2P, c'est celui qui va se retrouver dans l'appui. Et cet effort-ci, je le remets, je le fais glisser le long de la barre et je le décompose comme ceci, qui est la force P. Donc c'est important que je reste protégé, quoi. Voilà. Donc j'ai cette force P ici, qui se déplace là et qui va équilibrer l'autre. Et j'ai cette force P ici, qui est la réaction. Donc, ce qui est important pour vous, que vous compreniez bien, le détail, ce genre de décomposition de force, vous devez pouvoir faire. Quand je dis vous devez pouvoir faire, ce ne sera peut-être pas nécessaire en fonction du type de projet que vous allez analyser ou que vous allez développer, c'est peut-être pas nécessaire. Mais cette logique de cheminement des efforts, c'est quelque chose que vous devez de toute façon pouvoir maîtriser. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que je peux toujours aborder une structure de manière macroscopique et donc, c'est-à-dire comme un objet sans me préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'on fait toujours, même sans s'en rendre compte. Je vous donne un exemple, où je peux analyser l'objet en regardant de l'intérieur. Je peux très bien considérer la tour Eiffel comme un monolithe qui s'appuie sur 4 pieds et qui est soumis à l'action du vent. Et je peux, connaissant le poids de la tour Eiffel et la pression du vent, déterminer les réactions dans les 4 pieds. Ou je peux très bien, ou alors même si je mets une force horizontale à un niveau quelconque de la tour Eiffel, je peux très bien déterminer, considérant que la tour Eiffel soit en charpente métallique, elle pourrait être en plastique, en béton, en bois, je m'en fous, je l'emballe, je ne regarde pas ce que c'est. Et je peux trouver les réactions de liaison. Ou je peux très bien avoir la force et commencer à la décomposer suivant le treillis de la tour Eiffel pour arriver au sol. Et j'aurai bien entendu le même résultat. Voilà. Donc ça c'est l'approche interne et l'autre c'était l'approche externe. Alors ça, j'ai fait la même chose. Ça c'est ce qu'on a fait ensemble la dernière fois. Donc on avait ceci schématise le porte-à-faux. On s'est limité à une seule barre pour ne pas être coincé, ça vous le verrez dans un problème d'hyperstaticité. Parce que si j'avais mis ici j'ai une poutre sur 2 appuis, mais si elle avait 3 appuis, comme on l'a dit la dernière fois, on est hyperstatique. Et on doit intégrer les déformations dans le calcul des réactions. On verra ça dans les exemples que vous avez traités. Donc c'est pour ça qu'on a simplifié, on a mis quelque chose d'isostatique. Et donc là, je fais un calcul comme qu'on a vu la dernière fois, de manière macroscopique. De nouveau, je sais que réaction à gauche, réaction à droite est égale à 3P. Je fais que l'équilibre de rotation, c'est les trucs que vous avez fait en bac 1 autour de ce point-là. Et je détermine la réaction à droite et la réaction à gauche. Donc ça, c'est mon approche externe. Et puis, je fais mon approche interne. C'est assez amusant, d'ailleurs. Vous allez me dire, il y en a qui s'amusent de peu. Je sais. Voilà. Et alors, ce que vous faites, vous décomposez les efforts de nœud à nœud. Donc, je prends d'abord ma force ici, je la fais descendre là. Je la décompose comme ça et comme ça. Bon, celle-là, elle va partir par là.
Et celle-là, elle va se déplacer dans la barre, elle se retrouve là. Je redécompose ma force ici en une verticale et une horizontale. La verticale, j'ajoute les 2 P qui sont au-dessus à ce P-là. J'ai 3 P que je fais descendre, je décompose comme ça. Cette force-là, je la fais remonter et je vais la décomposer comme ceci et comme ça. Et cette petite-là que j'avais mis là, je vais assez vite puisqu'on l'a déjà fait et puis vous l'avez sur l'UV, je peux la décomposer là et je peux la faire glisser là et je la décompose. Et comme ça, j'arrive de nouveau ici à 7P qui appuie sur l'appui et 4P qui tire sur l'autre appui. Ça va? Donc, si vous avez des questions, vous regardez sur l'UV. On va voir tout à l'heure, on peut prendre 5 minutes aussi pour voir, je ne sais pas si on a une bonne connexion au réseau, pour voir si vous avez accès ou non à l'UV, et je verrai avec Denis ou avec le secrétariat comment on peut faire pour qu'on ait tous accès. Et j'ai mis aussi sur l'UV les PowerPoint projetés la semaine dernière. Ok? Voilà, alors, Gérard, qui est un peu plus abstrait que moi, a fait une... Vous êtes prêts, vous accrochez vos bretelles au bureau, comme ça, on ne va pas vous perdre. Voilà. Le mieux, c'est que tu n'utilises pas ça. Oui, ça compte pas. Ça compte pas. Donc Gérard a fait une démonstration analytique. Bon. Alors, effectivement, ce n'est pas quelque chose que vous avez pratiqué. D'abord, c'est pas facile à mettre en œuvre. On en a parlé la semaine passée. Quand vous avez un treillis à n nœuds, exprimer l'équilibre de chaque nœud, c'est exprimer l'équilibre horizontal et vertical. Ça fait 2 équations par nœud, fois n, ça fait 2 n équations. Ici, dans le treillis, on a 7 nœuds, donc ça fait 14 équations à 14 inconnus. Donc ce n'est pas une méthode qu'on emploie manuellement. D'ailleurs, la tour Eiffel a dû être calculée manuellement, graphiquement, par des crémonats très probablement. Et pas par des méthodes comme ceci. Si pour les méthodes, c'est une méthode qui est utilisée en informatique. Un ordinateur, lui, il s'en fiche pas mal de savoir combien il a d'équations à résoudre. Quoique, encore une fois, cette méthode ne peut s'appliquer que dans le cas de treillis isostatiques. Et de plus, bon, on va trouver les efforts dans chacune des barres, mais on n'aura pas les déformations, on ne va pas avoir les déplacements des nœuds. Donc finalement, ce n'est pas une méthode qu'on emploie même en informatique, on va utiliser un programme de calcul aux éléments finis qui donnera la méthode des déplacements qu'on appelle cette méthode. Et ça va donner non seulement les efforts dans toutes les barres, mais aussi des déplacements de tous les nœuds, c'est quand même utile à connaître. Donc c'est purement théorique, purement abstrait, comme le dit Michel. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est le petit duo. Donc d'abord, comme convention, oui d'abord, en tout premier lieu, pour vérifier que le treillis est isostatique, il faut évidemment qu'on ait autant d'équations que d'inconnus. Alors, on sait qu'on a 2 n équations. On a, si on appelle R le nombre d'inconnus d'appui, réaction d'appui, et B le nombre de barres, on aura donc R plus B inconnus, et ça doit être égal à 2n, le nombre d'équations, pour que le treillis soit isostatique. Si vous avez plus d'inconnus que de n, ben, le treillis est hyperstatique. Si vous avez moins d'inconnus, ben, le treillis ne vient pas, il est hypostatique. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, convention, on avait déjà vu, donc on considère que les tractions sont positives et les compressions négatives. J'ai essayé autant que faire se peut de mettre en rouge les tractions et en bleu les compressions, y compris dans les calculs. Mais je n'ai pas retrouvé mon stabilo bleu, donc c'est du vert tirant sur le. Alors, donc la première chose qu'on va faire manuellement, c'est calculer les réactions d'appui. Notez qu'on peut très bien se passer de cette étape-là et mettre les réactions d'appui dans les inconnus dans le système d'équations. Enfin ici, j'ai d'abord calculé les réactions d'appui, puisque comme c'est isostatique et comme Michel l'a montré, on prend une approche externe, donc on considère la poutre en treillis comme une poutre monomictique, et on ne s'occupe que des charges et des appuis, et on calcule les réactions. Donc, après avoir calculé ces réactions d'appui, pour chaque nœud, on va exprimer l'équilibre de translation horizontale et verticale. C'est-à-dire que le nœud doit être à l'équilibre sous l'action des composantes horizontales de chaque force et des composantes verticales de chaque force. Alors au niveau notation, donc, on exprime que la somme de toutes les forces aboutissant à un nœud I
suivant x est égal à 0, et la somme de toutes les forces habitant un nœud i suivant y est égal à 0. Alors, sous l'action de quoi? Sous l'action des forces appliquées que j'ai appelées PIX, PIY. Donc, les forces appliquées au nœud, les forces P appliquées au nœud i suivant x et suivant y. Les réactions d'appui XI et YI et les efforts dans les barres que j'ai noté N barres. Alors, quand c'est une barre, je mets ça dans un petit carré, suivant X et une barre suivant Y. Donc, qu'est-ce qu'on a autour d'un nœud? J'ai un petit dessin après. Alors, évidemment, tous les nœuds ne sont pas nécessairement chargés et tous les nœuds ne contiennent pas les réactions d'appui. Donc les termes en P et en X ne sont pas présents nécessairement en chaque nœud. Mais enfin, si on prend un nœud tout à fait général, le nœud I ici, le coordonnées XI, YI, une barre que l'on va considérer, qu'on va étudier de longueur L, avec son effort interne NB, et éventuellement une charge PI suivant Y et une charge PI suivant X. Et donc on peut avoir d'autres barres, autant de barres qu'on veut. Et alors, éventuellement, les réactions d'appui que j'ai mis en vert ici, XI, Y. Alors, comme on l'a vu dans le treillis, dans la résolution graphique, évidemment, la géométrie intervient, et en particulier, l'angle que fait la barre par rapport à l'horizontale. Donc, l'orientation de la barre. Et si on prend son orientation en considérant l'angle par rapport à l'horizontale, et donc, l'effort dans la barre suivant X, ça sera l'effort dans la barre fois le cosinus de alpha, et l'effort dans la barre suivant Y, ça sera l'effort dans la barre fois le sinus de alpha. Dans nos exemples, dans l'exemple ici, alpha était toujours égal à 45 degrés, donc c'est assez facile à calculer. Encore une remarque, pour que les calculs se passent convenablement, on va considérer que toutes les barres sont tirées dans un premier temps. Et donc on va toujours calculer l'angle à partir de l'horizontale en tournant dans le sens trigonométrique. Et si la barre est tirée, on obtiendra un signe plus, ce qui nous arrange bien, et si la barre est comprimée, ben on obtiendra un signe moins pour l'effort. Comme ça marche très très bien. Donc, pour chaque nœud, la somme de tous les efforts suivant X, eh bien, ce sont les charges appliquées et projetées sur X, les réactions d'appui éventuellement, donc les charges appliquées éventuelles sur X, les réactions d'appui qui aboutissent au nœud I suivant X, et la somme de tous les efforts dans les différentes barres qui arrivent. Donc c'est la somme sur les barres, efforts projetés sur l'axe X, donc pour le cosinus de alpha. Idem pour l'équilibre de translation verticale. Alors, en général, si on devait écrire un programme informatique qui utilise cette méthode, on aurait les coordonnées de tous les points. Et donc, à partir des coordonnées des extrémités des barres, on calcule facilement le sinus et le cosinus. C'est-à-dire que le sinus d'un angle, c'est le côté opposé, pas sous le bon bouton, côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, ça va être YI moins YB, YB moins YI divisé par L. Et le sinus de l'angle, c'est l'angle, parce que j'ai dit le côté opposé, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté opposé sur l'hypoténuse, et le cosinus, ça sera le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et donc, les équations, les cosinus et les sinus, on les remplace par le delta Y sur l'hypoténuse et le delta X sur l'hypoténuse. Et donc, on n'a qu'à appliquer, entre guillemets, on n'a qu'à appliquer ces formules. Alors, ça a l'air un petit peu abscon et curieux, n'hésitez pas à me répondre aussi des questions. Alors, dans un exemple simple, ça donnerait quoi? Donc, je prends 3 barres de même longueur, donc un triangle équilatéral. J'ai considéré que mes barres faisaient 6 mètres de long. Donc, j'ai calculé la hauteur, donc la coordonnée suivant Y de mon petit treillis. Je commence par calculer, et j'applique une charge de 20 kN. Bon, il est évident, comme c'est symétrique, qu'on a 10 kN sur chaque appui, mais enfin on peut le vérifier. Alors, si c'est en bleu, c'est pas pour une raison particulière, c'est parce que je me suis trompé de couleur dans mon bic à 4 couleurs, excusez-moi, mais que je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Donc, la somme des forces suivant X égale 0. On va, bon, je ne sais pas, mettre les deux en même temps aussi. Skype. Peut-être que tu m'appelles. Voilà.
Che mi nuotano. Questo mi sa che cioè penso e questo è prima. Donc ici on a une rotule, donc on pourrait avoir une réaction horizontale. Évidemment, comme c'est chargé verticalement, il n'y aura pas de réaction horizontale. Enfin bon, j'ai mis réaction plus 0 est égal à 0, pas de charge appliquée. Et donc la composante suivante x au point, l'équilibre de translation horizontale donne x1 est égal à 0, donc on n'a pas de réaction horizontale ici. L'équilibre de translation verticale, là on a nos deux réactions inconnues plus les 20 kN appliqués, donc on sait que la somme des deux fait 20. Et enfin j'exprime l'équilibre de rotation en un point quelconque, j'ai pris le nœud 1, ce qui fait tomber l'inconnu ici, ou les inconnus s'il y en avait, et je trouve finalement que y2 est égal à 10 kN et c'est égal à y1. Donc ce qu'il a fait là, c'est quelque chose de macroscopique externe. Oui. Donc simplement, il fait l'équilibre comme si c'est la tour Eiffel, et on s'en fout ce qu'il y a dedans. Voilà. Encore une fois, on pourrait très bien inclure ces équations dans la suite. Ici, on a préalablement calculé la réaction d'appui et on les intégrera dans les 3 équations, enfin, les 6 équations qu'on va trouver après. Voilà, et puis alors on sort la grosse artillerie, donc je commence au nœud 3, j'exprime l'équilibre horizontal, au nœud 3, suivant x, je n'ai pas de charge appliquée, je n'ai pas de réaction d'appui, j'ai 2 barres, la barre 2 et la barre 3, et je calcule ici en fait le cosinus des angles, bon c'est très bien que ça va être 60 degrés, 30 degrés, etc. Mais bon, ici en appliquant bêtement l'expression xb moins xi sur L et yb moins yi sur L, eh bien on obtient directement les sinus et les cosinus avec le bon signe. Donc ça pour un ordinateur c'est très facile, c'est une formule et ça marche à tous les coups. Si vous le faites manuellement et que vous voyez que les angles sont des angles simples, dont les cosinus et sinus sont des valeurs connues, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, vous pouvez directement les inclure. Mais avec le bon signe, si vous avez un angle de plus de 90 degrés, eh bien le cosinus va être négatif. Il faut y penser. Si vous prenez l'angle à partir de la verticale, par exemple si vous avez un angle de 120 degrés, à partir de la verticale ça fait 30 degrés, vous pouvez calculer le cosinus d'un angle de 30 degrés, mais il faut changer le signe mentalement. Ici, la formule s'applique à tous les cas. Donc de la première équation, ben, je peux tirer une relation entre N2 et N3, N2 est égal à N3. On s'y attendait, hein, ce sont les deux barres inclinées, il est évident que c'est symétrique et qu'on va avoir le même effort dans les deux barres inclinées. Ensuite, je calcule l'équilibre suivant Y et je trouve une nouvelle relation. Là, je n'ai que N2 qui va intervenir. Et je trouve, j'ai N2 et N3, mais comme je sais que N2 est égal à N3, je remplace N3 ici par N2 dans l'équation, je trouve cette expression-ci, et j'en sors directement l'effort dans ma barre. Alors, c'est un effort négatif, ça signifie que c'est une compression. C'est exactement la même chose que si vous prenez les 20 kN, vous les faites glisser, vous tracez des parallèles aux deux barres, et vous allez trouver... Si vous mettez 2 cm pour 20 kN, vous allez trouver 1,15 cm pour la nef. C'est la décomposition analytique, c'est exactement le travail analytique de la décomposition graphique. Mais par des équilibres à chacun des nœuds. Ça va? Donc on applique ça à chacun des nœuds. Ce qui signifie qu'après coup, chacun des nœuds doit être à l'équilibre et qu'on peut en tirer des efforts dans les barres. Disons parce que dans le travail graphique qu'on avait fait, c'était ça aussi. On prenait un nœud et on décomposait les efforts suivant les barres. Et puis on faisait glisser les efforts au travers de la barre au nœud suivant et là on redécomposait. Et donc de proche en proche, on trouvait la résolution. Ici c'est un petit peu différent parce que Gérard fait simultanément l'équilibre des différents nœuds. Alors bon, j'ai traité le nœud 3, vous verrez aussi qu'on n'est pas obligé toujours, dans certains cas bien symétriques, de traiter toutes les équations. Parfois on arrive à déterminer toutes les inconnues sans avoir fait le tour de toutes les équations. Surtout que ici j'ai au préalable calculé les réactions d'appui. Mais on aurait pu très bien laisser les réactions d'appui comme inconnues ici,
Et comme on a une équation et f plus b inconnue, ça marche aussi. Le programme informatique fonctionnerait comme ça. On ne va pas demander au programme de d'abord calculer les réactions d'appui. On va mettre les réactions d'appui comme inconnues dans les équations. Et puis on utilise une méthode de calcul, comment on appelle ça encore enfin, des algorithmes qui permettent de résoudre des systèmes d'équations carrées. Ici, c'est un système d'équations de type AX égale B. Donc A fois X égale B, on peut inverser la matrice A et dire, bon, bah, X égale B sur A, B étant un vecteur, et A étant la matrice des cosinus directeurs des différentes bases. Donc, après avoir traité le nœud 2, je crois que j'avais commencé par celui-là, je traite le nœud 1, qui est celui-ci. Et cet équilibre, donc ici, non, c'est pas celui-là, le nœud 1. Comment je l'avais numéroté? Ouais. Ah oui, c'est celui-là. Donc, ici, ben, je n'ai pas de réaction d'appui horizontale, j'en ai une verticale. Mais ici, je traite l'équilibre horizontal et je pourrais m'arrêter là. Donc, j'ai 0 comme réaction d'appui horizontale, 0 charge appliquée extérieure, j'ai l'effort dans la barre 2, j'ai l'effort dans la barre 2, pardon, ici, j'ai l'effort dans la barre 1, les cosinus directeurs de ces deux barres, donc la différence, ici, les delta x sur L et delta x sur L. Et là, je peux directement sortir mon effort dans N1 et je trouve que N1 est égal à plus 5,77 kN. Et j'ai bien une fraction. Donc, vous voyez bien le principe. Vous avez deux barres comme ceci, une barre à l'entrée et un rouleau. Donc si vous appuyez ici au-dessus, ben, du côté de la rotule, ça ne bougera pas, mais du côté du rouleau, ça va avoir tendance à partir sur le côté. Et à ce moment-là, bon, la barre entrée est tirée. Et les deux autres barres sont contrôlées. Donc ça, c'est une méthode analytique. Et alors, quand on l'applique, grâce, enfin bon, tout ça sera surlevé. Pour le petit exemple de mise en bouche de Michel, bon, on peut remarquer aussi que cette barre-ci, en fait, la barre 7, à votre avis, elle sert à quoi? Dans le cas de charge qui est exposée ici, avec une charge verticale. Donc vous avez cette... Je vais peut-être la pointer. Hein. Donc cette barre-ci. Donc on a une charge verticale qui est ici. Et Gérard se pose la question à quoi sert cette barre-ci. Elle va sans traction. Non, parce que tu as la force qui est ici, qui est verticale. Tu sais, les forces, c'est comme les étudiants. C'est un peu paresseux. Donc ça prend besoin de plus direct. Donc la force ici, dès qu'il y a une force est alignée sur une barre, je dis que les étudiants, c'est comme les humains en général. Donc la force va descendre tout droit. Donc dès qu'on a une force comme ceci et qu'on a une barre transversale, sauf quand on est hyperstatique. Donc si je suis, dès que je pousse comme ça, et même si j'ai une barre ici, ben cette barre-là va prendre aucun effort. L'effort va prendre directement le chemin le plus court. Et donc je ne sais pas quelle est la réponse que j'ai en tête par rapport à l'utilité de cette barre, parce qu'on peut la regarder de différentes manières. Dans le cas où ça ne serait chargé que verticalement, mais ce qui évidemment dans la réalité ne sera pas le cas, si ce n'était chargé que verticalement, on peut supprimer les barres 3 et 7 et appliquer la charge P directement sur le nœud 1. Elle descend directement. Vous avez deux triangles. Et donc ce qu'on va constater par calcul, c'est que la barre 7, elle n'a aucun effort dedans. Par contre, si P était incliné, ce n'est plus le cas. Mais par contre, si on fait la déformation, parce que la dernière fois, vous nous avez expliqué que si on fait la déformation, on peut voir que les barres descendent, elles portent, vous avez... Oui, mais même comme ce sont ici des nœuds, ce sont tous des triangles, des nœuds articulés, dès que celle-ci va descendre, le triangle va un petit peu se déformer. Ouais, et donc ça va devenir l'hypoténuse par rapport à celle-là, en fait. C'est pour ça que oui, mais là, on n'aura plus un angle droit, quoi.
Voilà. Mais disons que là on devient, on rentre dans, on va dire, soit on peut dire dans l'hyperstatique ou dans le deuxième ordre, on va voir l'influence de la déformation sur les efforts. Et ça, on verra tout à l'heure quand on va regarder. C'est quand même en train de Non, disons, c'est parce que vous devez faire la part des choses entre les efforts principaux et les efforts parasites. Bien entendu, si je j'ai pas un élément vertical, mais si vous poussez sur votre doigt, comme ça sur la table, vous sentez bien que ça a tendance un petit peu à cavaler dans tous les sens. Alors, c'est d'une part, ça peut d'une part être le flandement de la partie verticale, mais aussi, comme le dit Gérard, dans la réalité, on n'aura jamais une force strictement verticale. Parce qu'on aura une force verticale qui est le poids, mais par exemple, si je me mets à couler dans le toit et que je pars fil, j'ai une force horizontale. Donc il y a toujours des efforts parasites qui font que, on va dire, ces barres-là vont avoir une nécessité secondaire, mais qui peut, quand je ne sais pas de mot secondaire, parce que les efforts parasites sont parfois eux qui font écrouler la structure. Mais si on fait un calcul avec des efforts théoriques, cette barre ne sert à rien, mais dans la réalité, cette barre est bien utile pour donner de la stabilité d'ensemble au tri. Voilà, donc, puisque je n'avais pas précisé aussi au niveau des notations pour que les petits indices ne soient pas trop compliqués à comprendre, les numéros, il faut numéroter les nœuds et les barres, les numéros des nœuds sont dans des ronds, les numéros des barres sont dans des carrés. Et donc dans les équations, j'ai repris chaque fois qu'il s'agit d'un indice qui correspond à un nœud, c'est dans un rond, et les indices qui correspondent aux barres, c'est dans un carré. Donc on fait d'abord l'équilibre externe. Je vous rappelle encore une fois qu'on aurait pu s'en passer et nous savons les équations par après. Et on trouve, donc on a l'équilibre de translation verticale. On sait que la somme des deux réactions doit équilibrer la charge qui est appliquée P ici. Et on fait l'équilibre de rotation n'importe où, mais comme vous le savez depuis la bac 1, on choisit judicieusement un nœud où il y a le plus d'inconnus. Si on fait l'équilibre de rotation sur ce nœud-là, évidemment, le moment de cette force qui aboutisse à ce nœud est nul puisqu'il n'y a pas de bras de levier, et donc on arrive à simplifier l'équation. Donc ici, j'ai fait l'équilibre en deux, et on trouve le moment de P avec un bras de levier A qui tourne dans ce sens-là, le moment de la réaction inconnue ici avec un bras de levier de A, puisque c'est la même distance, qui tourne, là je l'ai mis aussi positif, et on remarque finalement que Y3 est négatif, donc il va de haut vers le bas. C'est exactement le même calcul que Michel a fait avec une notation très légèrement différente. Et puis on sort de nouveau la grosse artillerie et on passe les nœuds en revue. Alors, selon la manière dont vous passez les nœuds en revue, il y a moyen de simplifier la résolution manuelle du système d'équations. Il vaut mieux commencer par des nœuds où il y a peu de barres qui arrivent. On a plus de chances de voir s'éliminer des inconnus que de prendre directement une barre où on a un nœud où on a 25 barres. Ça risque d'être plus compliqué. Et donc, de proche en proche, finalement, pour le premier nœud, j'ai pris le nœud 4, donc c'était le nœud supérieur, là où était appliquée la force. Et on a directement cette équation qui nous indique que la barre horizontale supérieure gauche, là je ne vais pas montrer les deux à la fois, on n'a pas d'effort dedans. J'aurais pas dû mettre ça en bleu. Et mon stabilo c'est mon scanner qui déconne. Et l'autre équation, l'équilibre horizontal, là on a une charge appliquée. Donc je vous rappelle, le premier terme, ce sont les éventuelles réactions d'appui, il n'y en a pas. Ici c'est la charge appliquée, là on a moins P. On a deux barres qui arrivent, la barre verticale N3, la barre horizontale N7, mais on sait d'abord, on a déjà 0 ici, et puis on sait que N7 égale 0, l'effort dans la barre horizontale supérieure gauche, et on trouve directement, et évidemment c'est trivial, on a une charge P qui est appliquée sur une barre verticale, il y a une barre horizontale qui ne sert à rien, évidemment la barre va être comprimée avec un effort moins P, c'est clair. Enfin bon, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et puis on continue avec le nœud 1, etc. Et ici on a une équation qu'on ne peut pas encore directement, on a deux inconnus, donc on ne peut pas encore directement tirer les valeurs. Par contre, l'équilibre vertical,
Il nous donne une relation entre N3 et N4. Comme on connaît N3, bien on peut calculer N4. Et je ne l'ai pas fait ici, mais comme on connaît N4, on aurait pu calculer directement N1. Etc., etc., etc. Donc il suffit d'être un peu rigoureux, un peu soigneux. Et on arrive finalement à déterminer toutes les inconnues et on peut dessiner ce merveilleux petit croquis où on a les efforts dans les différentes barres déterminés cette fois-ci de manière analytique. Donc ici une compression de P, ici on a P racine de 2. En fait, ce qui se passe, c'est que P ici va se reporter. On a une compression ici, et ici on a les deux tirants, on peut appeler ça des tirants, qui vont équilibrer et qui vont donc comprimer la barre ici. Et voilà, et donc on fait la même chose pour le troisième, pour le vrai exercice. C'est un petit peu plus long, évidemment. On vient complètement jeté et on arrive au résultat. Complètement jeté. Oui, tout à fait, je dis que. C'est ce qui est important, ce qu'on veut surtout vous montrer. Ça va? Donc ici, encore une fois, on est complètement fait, on fait de petite résolution, on essaie de faire distrait par différentes choses, et on retrouve de nouveau les efforts dans les différents barres, en rouge les tractions et en bleu les compressions. Et donc, il y a des méthodes, tant analytiques comme celle-ci, ou des méthodes graphiques, mais ce que vous devez bien comprendre, hein, on peut dire en quelque sorte, il y a d'abord un niveau macro. J'exprime la stabilité d'ensemble d'un objet. Alors, un objet, par exemple, un objet n'est pas nécessairement, par exemple, un bâtiment n'est pas nécessairement un objet. Ça peut être une partie d'un bâtiment qui est un objet. Alors, dès que j'ai la stabilité d'ensemble d'un objet, par exemple, je pourrais prendre cette table, je pourrais l'emballer, et vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Et simplement, je laisse déplacer avec les pieds. Et je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas si c'est un plateau, je sais simplement que c'est un objet structural sur lequel il y a comme une pénalité que je peux me mettre dessus, mais est-ce qu'il y a d'autres barres, etc. Je ne sais pas, je ne m'intéresse pas à ça. Je regarde l'objet de manière macroscopique. Puis je rentre dans l'objet et je détermine, comme on l'a fait ici, les efforts. Donc ça c'était le premier stade, la relation au monde extérieur. Le deuxième stade, je rentre dans l'objet. Et puis, je peux trouver les efforts dans les barres. Et puis, il y a un troisième stade qui est de comparer les efforts dans les barres à la résistance des barres. Parce que de toute façon, tous ces trucs de stabilité qu'on fait, c'est pour finalement valider si l'objet, si la structure est suffisamment résistante pour prendre l'effort auquel elle est soumise. Donc, je vais rentrer dans l'objet, dans les barres, et je vais déterminer si la barre a la capacité de reprendre l'effort. Un effort de traction, un effort de compression, un effort de flexion. Et cette barre pourrait très bien être autre chose qu'une barre. Par exemple, si je regarde, d'ailleurs, si je regarde la tour Eiffel de très loin, elle n'est pas un assemblage de barres, mais si je regarde de plus près, je me rends compte que ces barres, c'est de nouveau un assemblage de barres plus petit. Et d'ailleurs, si je regarde cet objet-là et quand même que c'est une barre comme ça, je peux commencer à prendre mon microscope et voir que ici cet acier a l'air parfaitement homogène, mais la réalité ce n'est pas le cas. Donc il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et donc j'ai mes trois niveaux d'effort. Donc j'ai un premier niveau de stabilité, d'équilibre externe, j'ai un deuxième niveau d'équilibre interne, de validation de résistance, et puis je dois ajouter aussi un niveau des déformations. Il faut que la structure ne soit pas trop déformable pour l'usage qu'on va en faire. Voilà, donc on va arrêter là-dessus, et maintenant je vais revenir aux typologies structurales. Et on va parler de deux choses. Des poutres à câbles. Bon, il y a la dernière fois, je vous avais rappelé les fonctions et les formes structurales. Donc ça, je vais peut-être l'ouvrir aussi pour vous le rappeler ici. On reprend. Et ça c'est un truc qui doit vraiment... Donc, on va reprendre là, c'est doit être un petit peu votre
Donc vous devez toujours vous rappeler que tous les objets construits, à part éventuellement les tours et les mâts, sont composés d'éléments de pontage, d'éléments de supportage, c'est pas très bien dit, et des éléments de contreventement. Et pour ponter, c'est poutres à archénettes, pour supporter ces colonnes suspendantes, pour contreventer, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez, et d'ailleurs on vous le demandera dans les analyses que vous faites, vous devez, ou vous pouvez, comme vous voulez, analyser tous les objets de structure que vous rencontrez comme ça. Et ça va marcher à tous les coups. Et alors là, vous allez pouvoir décomposer, et c'est une manière, par exemple, on peut même dire qu'un système en tri, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une poutre, soit je la regarde macroscopiquement et c'est un élément de montage, soit je dis je vais rentrer dedans et ce ne sont que des éléments pour supporter. Ce ne sont que des poutres et des colonnes. Mais même, ça dépendra à quelle distance vous regardez l'objet. Et donc ça vous avez bien en tête. Et donc ce qu'on va faire maintenant, je ne sais pas si je l'avais déjà ouvert. Voilà. Alors il y a un des éléments de pontage qui est le plus connu, qui est la poutre. Et on avait vu la dernière fois que la poutre avait une zone. Donc si je prends une simple poutre, on la manque un peu notre petit manche de brosse, dont on sait que la brosse de manche de Cable, donne e cupola, gel antico. Voilà. Donc, si ceci est une poutre, hein, alors on peut même imaginer là qu'elle est en treillis, je la mets en flexion, j'ai de la traction en dessous, j'ai de la compression au-dessus. Alors, si je suis en treillis, donc j'ai de la compression au-dessus, dès que j'ai de la compression, comme on l'a dit, il y a le risque de flambement. Dès que j'ai du risque. Et le risque de flambement va me conduire à utiliser trop de matière. Donc, ce qui serait tout de même pas mal, c'est de trouver une poutre, un élément de pontage où tout est en traction. Alors ça c'est, dans les trois éléments de pontage qu'on a, poutre, arc, chaînette, c'est lequel dans lequel tout est en traction. Donc il y a trois éléments de pontage, la poutre, puis il y a l'arc et puis il y a la chaînette. Il y en a un des trois qui est exclusivement en traction, la chaînette. Bon. Alors quand on regarde un peu plus loin, et on va le voir, elle est en traction, oui, mais elle doit être ancrée. Et donc la chaînette n'est pas un élément autonome, puisque la poutre, si je mets ici la poutre comme ça, ben, c'est parfait, elle ne reprend que des charges verticales. Si je mets un arc, et il y a d'ailleurs une maquette en bas là, sur les tables à l'entresol, si je mets un arc, j'ai des éléments verticaux, j'ai des forces verticales et des forces horizontales, et mon arc s'affaisse si je ne bloque pas, et la chaînette, c'est le contraire. La chaînette, si je me mets en chaînette et je me suspends, ben si je vais avoir tant des charges verticales qui seront égales à mon poids, mais je vais aussi avoir tendance à ce que mes bras soient rejoints. Donc, si je veux trouver un élément, l'objectif serait de trouver un élément autonome qui ne donne que des charges verticales et qui est le plus en traction possible pour ne pas avoir de problème de flambement et ne pas avoir une surconsommation de matière et d'une part je surconsomme de la matière et d'autre part j'encombre plus l'espace. Et la réponse, on l'a déjà vu quand on était en 3, mais on va aller un petit peu plus loin, la réponse c'est la poutre à câble. Donc la poutre à câble, je vais d'abord vous montrer une poutre, voilà, ça c'est une poutre à câble. Donc l'idée, c'est de mettre un câble comme ceci, un câble comme ça, et sous l'effet, donc ça c'est la façade des serres du jardin Citroën à Paris, sous l'effet, donc la photo est prise du bas, donc ça c'est la toiture, et ça c'est le plan de façade. Sous l'effet d'un vent en pression qui pousse de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ce câble-là qui va être mis en tension. Et sous l'effet d'une dépression du vent, c'est ce câble-ci qui va être mis en tension.
Alors, donc ce qu'il faut, donc du point de vue de la résistance, du point de vue de la stabilité de la résistance, on n'a pas de problème. Je mets deux chaînettes, je mets une chaînette comme ça, je mets une chaînette comme ceci. Mais du point de vue de la déformation, je peux avoir beaucoup de problèmes, parce que je peux très bien dire l'action du vent comme ceci, ce câble-là va s'allonger méchamment, l'action du vent dans l'autre sens, celui-là va s'allonger méchamment, et toute ma façade va commencer à battre sur l'effet de l'action du vent. Donc je devrais, pour éviter ça, je devrais prétendre les câbles. Parce que si je prétends les câbles, et d'ailleurs l'exemple que je montre ici, si vous avez un équilibriste au cirque, donc si vous avez simplement donc vous avez un câble, vous avez deux personnes qui maintiennent le mât. Et puis vous avez le troisième artiste qui va venir et qui va se mettre dessus. Et ici je montre que les types, ils sont tout à fait simplement, ils sont statiques. Ils bloquent simplement le câble n'est pas prétendu. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une forte déflexion. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'effort dans le câble, que la résultante des deux efforts dans le câble soit égale au poids. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque je charge le câble? Le câble va comme un élastique. Il va se déformer, et au fur et à mesure qu'il se déforme, l'effort de réaction augmente jusqu'au moment où il équilibre le poids de l'équilibriste. D'accord? Et donc, c'est la composition, on va dire, de ces deux efforts qui donne une force égale et opposée au poids. Mais si je prétends mon câble, si le câble est déjà très très fort tendu, une toute petite déflexion suffira à donner, on le voit ici, ici, ça c'est l'effort dans le câble. Il faut que l'angle ici soit fortement ouvert, soit refermé pour que la réaction, pour que la combinaison de ces deux efforts donne F. Par contre, si les forces dans le câble sont beaucoup plus importantes, une toute petite déformation suffira à donner un effort égal et opposé à F. C'est clair ça? Donc, la prétendance, donc toutes les structures, la chaînette est une structure, oui. Donc si je prends un câble comme ceci, je vais le rester comme ça, si je pourrais dire ceci est une poutre. Je dessine. Alors quand je prends la poutre et que je la sollicite, elle se déforme. Cette déformation est une conséquence de l'action que je fais sur la poutre. Mais cette déformation n'est pas utile à la résistance de la poutre. C'est quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose qui pourrait ou non m'embêter. Par contre, dans un câble, le câble n'a pas la capacité de reprendre un effort qui lui est perpendiculaire. Quand un câble est sollicité par un effort qui lui est perpendiculaire, ce câble se met en V, et c'est le fait qu'il se mette en V qui va permettre de reprendre cette force perpendiculaire. Donc, ces structures-ci, ces structures à câble, c'est ce qu'on appelle les structures du deuxième ordre. C'est une structure du premier ordre, c'est une structure qui se déforme et dont la déformation est une conséquence, et peut-être une junction. Mais la structure du deuxième ordre, c'est une structure dont la déformation est indispensable à la reprise de l'effort. Mais donc, on voit, c'est bien clair cette distinction entre premier ordre et deuxième ordre? Oui? Oui? Ou non? Non? Donc, je répète. Une structure du premier ordre, ça fait chic, en plus de ça dans le vocabulaire. Ça fait vachement intelligent. Donc, la structure du premier ordre, c'est la belle structure. Donc, je prends une structure, une poutre, je la charge, elle se déforme. La déformation est une conséquence de l'action sur la poutre. Elle sera plus ou moins grande si la poutre est plus ou moins raide, ça dépendra du matériau, mais ça n'a pas d'incidence sur la résistance. Ça a peut-être des inconvénients sur l'usage qu'on va faire de la poutre. La poutre sera trop déformable, par exemple.
Et donc, je reste dans le premier ordre. Je me préoccupe pas pour la résistance, je ne me préoccupe pas de la déformation. La déformation serait une conséquence qui va peut-être m'embêter, mais pas ne va pas interagir avec la résistance. Un câble, si je prends un câble, il faut, et que je le sollicite par une force qui lui est perpendiculaire, il faut que ce câble se déforme pour reprendre l'action qui lui est perpendiculaire. Pourquoi ? Parce que le câble, il est tellement fin qu'il ne sait pas travailler en flexion. Une poutre, elle sait travailler en flexion. Je peux avoir de la traction en dessous et de la compression au-dessus dans une poutre. Le câble, pas. Il est tellement fin que je ne peux avoir que de la traction dedans. Et donc il va devoir se déformer comme ça. C'est le fait qu'il se déforme qui va faire qu'il peut résister, qui peut contrebalancer l'effort. Donc si j'ai un effort, si je mets un câble ici au plafond et que je me suspends au câble, ce câble va toujours se déformer, même si on tend à mort. Donc il va pas se déformer s'il y a un effort infini. Parce que alors, s'il y a un effort infini, je peux avoir un déplacement nul. Mais bon, là, on est vraiment dans des vues d'esprit d'ingénieur banal. C'est au-delà du réel. Hein. Donc, même si l'effort est très très grand, eh bien, il va se déformer un tout petit peu. D'ailleurs, dans les façades, il y a des façades, je pourrais vous en montrer, où on fait maintenant des façades avec des câbles verticaux, pas du tout, et extrêmement tendus. Et alors, pour que ces façades, pour qu'elles ne bougent pas beaucoup, eh bien, on prétend très tôt les câbles. Et on va voir tout à l'heure que c'est à cause de ça, la notion de légèreté est quelque chose d'un petit peu relatif. Parce que la façade est extrêmement légère du point de vue structural, il n'y a que des câbles. Mais tout le cadre n'a pas que les étoiles. Ok ? Donc ça, c'est intéressant d'avoir ces structures, premier ordre, deuxième ordre. Et donc, implicitement, la structure du deuxième ordre est une structure que les ingénieurs n'aiment pas trop. Ou que les architectes qui encore n'aiment pas trop, parce que c'est une structure qui doit se déformer pour résister. Et on n'aime pas la déformation, parce que la déformation, c'est mouvement relatif, et mouvement relatif, c'est problème d'étanchéité, c'est problème de raideur relative. Par exemple, si j'ai une verrière soutenue par des câbles, le verre est fragile et raide et les câbles sont souples, donc j'aime pas trop. Donc je vais très fort devoir tendre pour limiter les déformations et pour que ce soit compatible avec la structure qui est portée. Et d'ailleurs, quand on a des verrières un petit peu comme ceci, la déformation se place dans les joints. Donc ceci va bouger comme une carapace, très peu, parce que c'est bien prétendu, va bouger comme une carapace et vous allez avoir des petits mouvements qui peuvent être absorbés par ça. Alors, dans cette poutre à câble, je peux très bien imaginer des poutres à câble. De toute façon, dès que j'ai ma poutre à câble avec mes deux paraboles ici, je dois entrer à l'extrémité. Et donc, je peux entrer à l'extrémité ou je peux faire un blocage interne. Alors, on pourrait se dire, oui, donc ici, quand j'ai ma poutre à câble de base, j'ai un câble ici, j'ai une barre ici, pardon, que je mets en compression. On pourrait se dire, oui, mais cette barre, elle va, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, cette barre, s'il était en compression? Flamber. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne risque pas de flamber ici? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ma barre ne flambe pas? Je peux, donc on l'avait vu la dernière fois, pour que, si je ne pourrais pas la faire flamber, elle est trop costaud, je peux la maintenir. Donc, eh bien, ces câbles-ci servent à transformer ces poids. Bon, cette barre, quand vous avez une barre qui est en compression, elle risque de flamber dans deux plans. Bon, quand je dis dans deux plans, ça n'a pas de sens. Je dois la bloquer dans deux plans pour qu'elle soit bloquée partout. Elle risque de flamber dans tous les sens. Si je la maintenais simplement comme ça, elle peut continuer à flamber comme ça. Donc je dois la maintenir comme ça et dans un plan perpendiculaire ou dans un autre plan, dans deux plans. Ici, il y a, on va dire, un flambement
un empêcheur de flambement passif et un empêcheur de flambement actif, on va dire. Regardez, vous avez ces câbles qui sont bloqués en toiture et qui sont bloqués au sol, et qui font que tous ceux-ci sont des points fixes. Donc cette barre ne sait pas flamber comme ça. Elle est tenue, ce point, grâce à ce câble-là, c'est un point fixe. Donc elle ne sait pas partir comme ça parce que le câble serait mis en tension là, elle ne sait pas partir comme ça parce que le câble serait mis en tension. Et dans l'autre, elle ne sait pas flamber comme ça non plus, parce que, et ça c'est ce que j'avais expliqué en background, mais on peut y revenir si c'est utile. Donc si ceci part comme ça met cette parabole, cette chaînette en traction. Et donc c'est cette chaînette qui empêche le flambement. C'est comme dans les mâts, quand vous avez un mât de bateau est fortement sollicité en compression. Et là c'est par la mise en tension des haubans et des voiles, etc. Et dans les mâts de bateau, vous avez des câbles, je ne sais pas si vous l'avez mis, non je n'ai pas mis ici, vous avez des câbles comme ça, qui fait qu'aussi donc si vous imaginez un câble comme ça, avec un élément en compression, si mon bas a tendance à partir, ben, il pousse sur le câble et le câble le ramène. Donc c'est un empêcheur de flambement actif. Il va recentrer. Donc si je pourrais avoir ça, comme ça et comme ceci. Et donc si je mets une barre au milieu, je vais vous en montrer. Si je mets une barre au milieu de 3 paraboles, eh bien elle va toujours être centrée de 3 chaînettes. Dès qu'elle veut partir, la chaînette la repousse. Je vous montrerai les colonnes, comme ça je vous les montrerai tout à l'heure. Alors on va rester comme ça. Et donc si je continue ma poutre, la poutre à câble, l'intérêt de la poutre à câble, c'est qu'elle est peu consommatrice de matière, on devra analyser parce qu'on a comme cet élément en compression, mais elle est surtout très transparente. Et toutes les poutres à câble sont très utiles pour tout ce qui est grande surface vitrée, puisque ça nous donne de la transparence et de liquidation de matière. Alors, l'intérêt de la poutre à câble aussi est d'être utilisée pour des couvertures d'espace. Donc, je peux très bien repartir d'une poutre à câble comme ça, ou même d'une poutre à câble. Ici, c'est une poutre à câble à 2 éléments en compression, mais je pourrais très bien utiliser une poutre à câble comme ça. Si vous pouvez vous amuser, vous prenez 2 élastiques, vous les bloquez, et puis vous prenez un cure-dent, vous écartez, et vous mettez un cure-dent entre les 2 élastiques. On pourra faire ça en fonction des projets que vous avez, et vous allez voir que vous avez, si vous tendez bien le truc, vous avez une très bonne résistance, puisque vous avez prétendu votre élastique, et l'effort va faire modifier relativement peu l'allongement de l'élastique. Donc c'est ceci. Okay. Donc ça c'est une poutre à câble à un élément en traction. Juste une question, ça demande quand même beaucoup plus d'efforts de prise au niveau des appuis qu'une poutre normale. Absolument, oui, bien entendu. Donc ça demande de l'effort. Donc on le verra, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui de développer suffisamment, on est un peu dans ce qu'on appelle la fausse légèreté, parce que ceci est extrêmement léger visuellement et même matériellement, mais dès que je suis dans les ancrages, il faut mettre quelque chose. D'ailleurs, on le voit. C'est choqué, ça va? Oui, c'est clair. Donc, par exemple, si je fais une poutre à câble élémentaire comme ça, et que je la fais tourner, j'ai ce qu'on appelle une structure en roue de vélo. Donc j'ai tous les câbles comme ça, et donc vous avez tous les câbles bas qui supportent la toiture, hein. Tous ces câbles-là, qui sont là ou qui sont là, le dessin est un peu schématique, tous les câbles inférieurs qui supportent. Mais si je me contente de faire une toiture comme ça, sous l'effet de l'action du vent, elle va partir dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je mets aussi un câble au-dessus et je tends les deux. Donc, c'est ou je fais par un autre raisonnement, je prends cette poutre à câble-ci et je la fais tourner autour de cet axe-là. Et j'obtiens une structure comme ceci. Et ça, c'était la toiture du pavillon des États-Unis. C'est des types de structures qui sont assez anciennes. Donc, c'est en 1958, donc il y a presque 60 ans. Hein, donc c'est des... Et vous avez
tout cet anneau ici extérieur qui est en compression. Puisque toutes ces forces tirent, et vous avez ce petit anneau intérieur qui est, lui, en traction. Et c'est le contraire, ce qu'on a déjà vu, hein. Je ne vais pas faire le cours de Bac 3, mais s'il faut, en fonction de certains, on peut aller plus loin, mais vous en êtes pas tous les types de structures, bien entendu. C'est exactement l'inverse d'une coupole, quoi. Parce que les câbles du bas, c'est ce qu'on va appeler les câbles porteurs. C'est vraiment ceux-là, et d'ailleurs, quand je fais ça, si vous devez porter quelque chose, vous faites ça, voilà. Hein, donc vous faites vraiment une chaînette. Donc ça sont les câbles porteurs. Et ceux-là sont des câbles tenseurs. C'est ceux-là qui vont tendre les premiers, mais donc c'est des câbles qui sont bien utiles, mais qui sont là pour limiter la déformation. Donc si je regarde vraiment l'élément structural primaire, c'est lui. Okay, et cet élément structural primaire va donner de la tension dans l'anneau et mettre l'anneau en compression. C'est exactement l'inverse du coupole. Et d'ailleurs, vous le faites aussi. Si je dois porter quelque chose, je fais ça. Si je dois soutenir quelque chose ou quelqu'un, je fais ça. Je fais un acte. Et donc, les efforts descendent dans l'arc et donnent des poussées et mettent l'anneau en traction. Et donc, si vous avez à la basilique Saint-Pierre de Rome où il y avait des fissurations, à un moment donné, ils ont mis des chaînes au pied de la coupole pour reprendre les poussées au vide. Et ceci, par contre, est un anneau qui est dans le cas de la coupole de Saint-Pierre, l'anneau est en traction, et la coupole est en compression. Ici, la coupole inversée, la chaînette est en traction, et l'anneau extérieur est en compression. Et quand vous êtes dans une voûte, vous avez le culus tout en haut, le petit trou dans la voûte, puis c'est un anneau comprimé, et ici, à l'inverse, c'est un anneau. Ok. Alors, donc on le voit ici, ça c'était en chantier. Donc on voit ici tous les câbles, l'anneau extérieur, etc. Mais c'est toi, d'ailleurs, il y a un truc qui est vachement intéressant. J'ai un étudiant, donc ça c'est l'auditorium d'outils câbles, c'est un petit peu après, mais c'est la même chose. Donc vous avez tous ces câbles, et d'ailleurs on les voit, hein. Ceux-ci sont légèrement. Alors, on va voir si vous avez bien capté. Donc, on voit que ceux-ci sont plus gros que ceux-là. Les câbles du bas sont plus gros que les câbles du haut. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs? Oui, mais un peu plus loin. C'est juste, mais je voudrais que tu expliques un petit peu pour voir si on a bien compris. C'est parce qu'on a besoin d'une section plus grande. Parce que ça existe avec la déformation. C'est comme si ça marche un petit peu, on avait dit que pas comme un poutre, mais vous que c'est elle qui se porte. Oui, disons que non, mais je crois que tu as bien compris. Mais donc, ce qui se passe, vous avez le câble porteur, il est là. Donc il me faut une certaine section pour porter. Mais j'ai peur que ça se déforme trop. Donc je vais mettre un câble au-dessus que je vais tendre. Mais dès que je tends le câble du dessus, je tends le câble du dessous. Donc dans le câble du dessous, il y a le poids, il y a le supportage du poids, plus la mise en tension. Et dans le câble du dessus, il n'y a que la mise en tension. Donc les câbles porteurs sont toujours plus gros que les câbles tenseurs, puisqu'ils portent. Okay. Ça va? Alors, oui. Mais c'est un libre entre les deux. Donc s'il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Oui, mais tu as tout à fait raison. Mais d'abord, je mets le câble porteur, et puis lui, il est tout seul. L'autre n'est pas encore là. Et ça, c'est il reprend déjà un effort qui est son poids propre et qui est le poids de l'anneau central. Et puis, donc, c'est très intéressant cette question. Donc là, je suis dans l'équilibre de la chaînette du bas toute seule. D'accord? Donc, sous l'effet du poids central et de son blocage dans l'anneau, j'ai un certain effort de traction dans mon câble. Et puis, j'ajoute mon deuxième câble et je commence à tendre. Donc, j'ai on va dire, le premier câble reprend le poids de ce qui est au milieu, plus le poids du câble.
Et puis je commence à tendre, et alors à partir de ce moment-là, les efforts que j'ajoute sont les mêmes dans les deux. Et c'est parce que le premier a commencé par supporter l'effort qu'il a de l'avance sur l'autre. Okay. Alors, il y a un type de structure qui est très intéressant et que je vais vous demander de... Donc, ça c'est les dômes de Geiger, je crois que c'est vers les années 80. Et Geiger c'est un Américain, et le premier, je crois que c'est... Non, c'est les années 70. Alors l'idée est un petit peu la même de comment partir de poutres à câbles, qui sont des éléments unidirectionnels ou bidimensionnels, si on veut, qui se développent dans un plan, à quelque chose de tridimensionnel pour faire une réponse. Il y a trois réponses. Il y a les paraboloïdes hyperboliques comme la toiture du Janson, on y reviendra. Il y a les roues de vélo, et il y a les dômes de Geiger. Et ça, c'est vachement intelligent. Donc, vous avez l'idée, je prends une poutre à câble comme ceci. Donc, je l'ancre aux extrémités, et je vais plutôt travailler avec une poutre à câble avec deux éléments comprimés. Donc, dans mon pavillon des États-Unis, j'avais un seul élément comprimé au début. Donc, j'ai ma poutre à câble ici, et je vais remplacer ce câble du haut par une autre poutre à câble du même genre. D'accord? Donc j'ai ceci, donc ça c'est les deux câbles en traction, j'ai des petites barres en compression. Je remplace cette barre en traction par ce câble en traction, par deux câbles en traction et deux éléments en compression. D'accord? Et puis je continue. Ploum, juste comme ça, et je peux continuer, et à la fin, je termine par une petite roue de vélo. Mais donc, je suis ici toujours dans le plan. Ça va? Donc, c'est une poutre à câble, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il est occupé à s'amuser? Et maintenant, je vais faire tourner ça autour d'un axe vertical comme ceci. Mais les câbles tendeurs, c'est qui ici? Attends, ça c'est ceci est le câble porteur, oui. Mais celui-ci aussi, mais le vrai câble porteur, c'est celui-là. Non, les tenseurs, c'est ceux du haut. Okay. Mais donc tu as ceci, tu as chaque fois la poutre à câble, on peut l'en prendre ici. Voilà. Ça c'est tenseur, ça c'est porteur. Mais ici, si tu veux, ça l'ensemble est tenseur, et ça c'est porteur, et ça c'est tenseur. Puis je peux continuer comme ça. C'est un système à chaque fois. Oui, donc je rentre chaque fois dedans. Oui, c'est comme des poupées russes. Les deux sont les tenseurs de celui du bas. Voilà. Et dans les deux là, il y en a un qui est tenseur et un qui est porteur. Voilà. Et on continue comme ça. C'est amusant. Et donc ici, on pourrait mettre en couleur tout ceci, c'est traction, et ces éléments-ci sont en compression. Okay. Et donc c'est un élément plan. Okay. Et maintenant, ce que vous faites, vous imaginez, vous mettez un axe là-dedans, vous avez une bonne vue spatiale et vous faites tourner ça. Ok? Alors, je vais avoir ici tous ces câbles qui s'entrecroisent. Et il va faire comme avec le pont que vous nous avez montré, il va les faire remonter, un truc comme ça, non? Non, plus simple. Mais comme tous ces câbles, ce sont tous des câbles qui s'entrecroisent, je peux remplacer, tu vois, pour reprendre tous des efforts donc j'ai chaque fois ici des efforts de traction. Je peux remplacer ici. Donc ici je tire. Donc je tire et là j'ai une réaction. Si je regarde tous les efforts dans toutes ces barres, dans tous ces câbles là, donc j'ai une circonférence et j'ai tous des efforts comme ceci, qui sont divergents. Je vais remplacer tous ces câbles qui forment un genre d'étoile. Je vais les remplacer par un câble périphérique en traction. Donc, c'est clair ce que je dis? Ouais. Donc j'ai toutes ces forces-là. Donc celui-là, il tire, on verra la perspective après. Donc toutes ces forces extérieures qui tirent, je n'ai qu'à mettre un grand rond en câble. Et donc je peux supprimer toutes ces barres qui sont convergentes par des anneaux en traction. Et donc j'ai un système, ça a l'air un peu spectaculaire, mais c'est vraiment pas compliqué.
c'est peut-être compliqué à faire, on n'est pas, mais c'est pas compliqué à comprendre. Les câbles, donc vous avez ici, tous ces câbles ici sont, tout ça est en traction, et ces câbles-là vont rester sur des diamètres. Hein. Donc si je prends ici, voilà, ça sont tous les câbles du haut. Et les câbles du bas, je les ai remplacés par des anneaux en traction. Donc dans la figure, ceci est en compression, en compression, en compression, et tout le reste est en traction. Et donc on voit ça ici. Et donc en 80, donc c'est plutôt pas les années 80. Donc ici on voit les éléments en compression. Je crois que j'avais une autre photo. Donc vous avez tout ceci qui sont les éléments en compression, mais le reste, ce n'est que du câble. C'est très élégant et très léger. Et vous avez forcément, comme dans la toiture des États-Unis, donc vous avez ici, je n'aurais pas dû mettre un encastrement, mais vous avez en tout cas là un anneau extérieur en compression. Parce que tout ça tire très fort dessus. Et donc là j'ai un anneau qui peut être un anneau métallique ou un anneau en béton, qui va faire la compression. Et vous avez une toiture d'une extrême légèreté et qui est de... Bon, on va rester d'abord une minute dessus pour voir si vous avez bien compris. Et puis, oui. Mais disons ce que tu as. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire dans le simple. Donc, en structure, pour tout, et c'est pour ça que j'aime bien cette méthode de décomposition en forme et fonction structurale. Vous devez toujours, si on apporte une structure de manière macroscopique, on se perd, on stresse, c'est pas bien. Donc, essayez toujours de décomposer en simple, et puis alors en ouvrant progressivement, vous allez voir que ça se défait. Donc, j'ai ici, j'ai ma bête poutre-à-câble. Vous pouvez le faire avec des élastiques. Hein. Vous prenez 2 élastiques, 2 cure-dents, vous avez votre poutre-à-câble. Et je peux remplacer la poutre-à-câble, le câble par une poutre-à-câble. Je remplace, etc. Et puis, jusque-là, ça va. Hein. Alors, je fais tourner, mais ici, donc, tu as tous ces câbles qui tirent, comme ça, et qui tirent comme ça. Et alors, ceux-ci, ils tirent, et ils vont pousser. Mais celui, par exemple, celui-ci, il pousse là-dessus, et quand il pousse là-dessus, il tire là, et donc, quand je tire là, je pousse là-dessus, c'est la même chose que la décomposition des efforts. Mais ici, l'équilibre est fait grâce à ces câbles-ci, mais comme si je regarde, mais on devrait tout à l'heure, on peut peut-être le faire maintenant. On va déplacer le tableau. On va reprendre le tableau, on va le mettre ici. Donc il nous faut 2 musclés. Comment est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait plutôt mis le tableau côté fenêtre. Le bras fait ma jambe. Oui, c'est ça. J'adore. Alors, prenant la même idée, même dans le plan, il y aurait moyen de délier, d'enlever les barres en traction, enfin qui sont les barres, les câbles qui marchent du coup support, quoi. Et il y aurait moyen de les divertir, donc du coup de les faire revenir vers le... Mais de toute façon, tu dois garder ces éléments en compression. Tu auras toujours... C'est clair, mais je veux dire, au lieu d'avoir l'anneau quand on fait un dôme, il y aurait moyen de faire une... Vous faites toutes les parties, les fils du bas, quoi, on les redivertit vers les appuis, quoi. Oui et non, hein, parce que... Attends, c'est peut-être pas bien compris la question. Attends, Après. Et donc l'idée, et puis on refera un petit dessin. Donc l'idée ici, c'est de remplacer toutes ces étoiles, tous ces câbles formant étoiles par un anneau en traction. Et c'est exactement comme dans les voûtes, parce que dans les voûtes, lorsque j'ai une coupole, j'ai 3 manières de reprendre les poussées au vide de la coupole. J'ai soit béculé,
ou des demi-coupoles en périphérie, soit j'ai un anneau en traction, soit je vais avoir une étoile. Vous avez déjà vu ça dans les constructions gothiques, vous avez des voûtes nervurées et vous avez une étoile. L'étoile, je peux la remplacer par un anneau en traction. Et d'ailleurs, si je regarde ça macroscopiquement, donc on peut même s'arrêter ici, j'ai ici mon élément qui est en traction et j'ai mon élément qui est en compression, qui est mon anneau. Mais dès qu'on a décrit, on va refaire le petit croquis. Et alors, ceci est une structure qui est de la famille de ce qu'on appelle les tenségrités. Les tenségrités, c'est des structures dans lesquelles les éléments en compression ne se touchent pas. Et donc, ça c'est le modèle à mât. Donc, où l'idée, et ça, je ne sais pas si j'ai mal. Mais les modèles, la partie en compression, ils ont une section plus grande ou... Oui, hein, disons ici, toutes les barres sont en compression. Et aussi dans l'autre dessin... Oui, ici d'ailleurs tu le vois. Hein. Ok. Donc, quand je vais encore le mettre... E solo questi in verticale, quelli grossi, solo che continuano a scrivere i disegni e vedere il disegno. Tutto quello che è più grosso è in compressione, dove sono solo quelli più la mia. Donc voilà, ça c'est une tenségrité. Donc vous avez ce mât qui, je vais vous montrer d'abord un exemple plus simple. Vous avez ce mât qui se supporte lui-même en tout cas, et les éléments en compression ne sont pas en contact les uns avec les autres. Regardez, ça c'est un mât. Bon alors c'est un peu, on est en 1951 et c'est intéressant et c'est frappant. Si je fais une petite parenthèse, j'ai un étudiant ingénieur qui avait fait une analyse des structures innovantes dans l'histoire de l'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle. Et je lui avais demandé de travailler au travers de la revue Architecture d'aujourd'hui. Vous connaissez. Je lui avais dit, tu prends de 1945 à 2000. Tu regardes toutes les revues et on avait défini 5 ou 6 types de structures innovantes, hein, des structures arcables, des structures en tensérité, des structures plissées, des moelles minces en béton, etc. Et tu les classes et on va faire des courbes d'évolution dans le temps. Eh bien, on voit que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a, au début des années 50, bon, il y a d'abord quelque chose de très pratique par rapport à la reconstruction, donc beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on reconstruit de manière efficace, et aussi un vent positif. Donc les mecs après la Deuxième Guerre mondiale qui étaient tout de même très proches de la première. Donc maintenant les mecs ça va y aller. Et d'ailleurs le thème de l'Expo 58 c'était que la science pouvait tout résoudre. Bon, on a vu que c'est pas tout à fait mais on avance. Bon, eh bien, il y a eu une très grande excitation des architectes, plus que des ingénieurs. Et il y a vraiment énormément d'innovations structurales de 1945, de 1950 à 1970. Et puis après, ça disparaît. Alors, bon, l'analyse que cet étudiant a faite est au travers d'une revue d'architecture. Donc ça veut dire que ça superpose deux critères. Ça superpose la réalité avec aussi l'intérêt que les architectes ont pour ce type de structure. Parce qu'il est possible que ça n'apparaisse plus dans les revues d'architecture alors que ça existe toujours. Et je crois tout de même qu'il y a... Et donc, c'est marrant parce que beaucoup de structures, je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de structures que je vous montre qui datent des années 50, 60, 70, et même les dômes de Geiger qu'on a vu là-bas, donc 88, 90, et dans la majorité des structures, même les structures en architecture textile, les grandes structures comme on a vu l'aéroport de Jeddah, c'est dernier quart du XXe siècle, aujourd'hui c'est beaucoup moins. Aujourd'hui les architectes sont moins... bon, il y a peut-être aussi plus de moyens
pour faire des formes à Canarran, mais il y a moins d'intérêt pour les architectes d'avoir des architectes de la structure en harmonie parfaite avec l'architecture. Et bon, ça je ne sais pas exactement. Mais donc, on revient là-dessus. Donc on a la structure en tosségrité et on est aussi dans les années 60-70. Et ici, ben, donc là on était dans les prémices. En 1951, à Londres, il y avait une exposition qui n'était pas universelle, internationale je crois. Mais bon, rassurez-vous, il y a des câbles là aussi. Hein. Là. On ne les voit pas bien parce que c'est pas les trucs comme ça sur le bout des doigts. Mais donc on a la même chose. On a le poids de ce mât qui descend ici et la charge ne va pas directement au sol. Et on la fait remonter, on la fait redescendre et elle descend par là. Et donc là on peut, je ne sais pas si j'ai voilà. Donc c'est exactement la même décomposition d'effort. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi cette petite décomposition d'effort tout à l'heure. Donc vous avez ici cette force-là qui tombe dans une chaînette. Et puis hop, j'ai une chaînette inversée. Je tire là. De toute façon, ma charge va finir par arriver au sol. Eh bien, je vais l'ancrer ici. Je vais l'ancrer l'effort de traction ici. Et j'ai mon effort de compression qui ramène au sol. Il y avait à l'Expo 58 une sculpture qui était ça, c'est d'ailleurs c'était d'après vous, c'est quelle dimension ça? Il n'y a pas d'éléments sur la photo. 50 mètres. Fort, hein? Non mais bon, il n'y a rien qui permet de le voir. C'est incroyable. Donc c'est une structure, on la voit ici, voilà. Elle est à l'échelle. Donc c'est une structure. Donc c'est une structure en tenségrité, mais qui est moins subtile que le mât qu'on a vu tout à l'heure, etc. Et donc vous avez un V, vous prenez un V, vous mettez dans le V, c'est comme une recette de cuisine, vous mettez dans le V un autre V en câble, vous posez là un autre V orthogonal, celui-là est orthogonal, celui-là est dans un plan perpendiculaire à celui-ci. Je pose ce V là, et puis je remets un V en câble dans le V et je remets un V dedans. Et je monte comme ça tout le temps. Et bien entendu, ici, j'ai de la, sous l'effet de ce câble-là, j'ai de la traction comme ça. Donc il faut que je retrouve un câble ici qui va donner de la compression et je peux continuer comme ça. Et donc vous avez ça comme ça. Vous avez, là on voit bien le V qui est dans un plan, le V qui est dans le plan orthogonal, le V qui est dans l'autre plan, et on voit ici le câble qui est ici, et vous avez l'autre V, son câble et l'autre qui est dedans. Ça c'est ce qu'on appelle les tenségrités. Les tenségrités ont surtout, allez c'est plus de la sculpture, mais le dôme de Guéguerre, pas. Alors on va revenir ici à notre dôme. Voilà, donc si je dessine le dessous, donc le dessous, j'ai quelque chose. Donc j'ai une circonférence qui correspond à ceci, on va dire. Ok. Et puis vous avez tous des câbles comme ça. Voilà, donc ça c'est. Ça, c'est quand j'ai fait tourner mon dos. Mais donc, et si maintenant, donc ceci, on va appeler A. Et ce A, ça correspond à ceci. Et donc, j'ai toutes des forces comme ceci. Et bien, toutes ces forces comme ça, dans la première figure, elles sont reprises par ces câbles-là. Et moi, ce que je peux faire, dès que j'ai mis un câble circonférentiel, je peux retirer tout ça. Et dans la réalité, ce que j'aurai, c'est une succession c'est comme si vous faisiez une chaîne. Donc vous prenez une chaîne et vous êtes à 10. Autour de la chaîne, chacun tire.
Et chaque personne qui tire, ben, c'est un câble comme ça. Et vous remplacez toutes ces barres, tous ces tirants convergents par un anneau en traction. Alors, quelle était la question que tu posais tout à l'heure? Tu disais, est-ce que ça ne va pas ou est-ce que tu as trouvé la réponse? C'est clair? Oui ou? Oui, oui. Ok. Alors, c'est ok, c'est clair? Ça va? Oui, oui, oui. C'est clair. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que et là, vraiment, il y a un truc à faire. On se rend compte aujourd'hui que l'intensigrité a un avantage extrêmement intéressant. D'abord, elle est peu consommatrice de matière et elle est terriblement souple. Et elle s'adapte. Et donc, elle absorbe des chocs, tout à fait. Et on se rend compte que le corps humain, et c'est depuis 10 ans, 20 ans, c'est pas grave. Mais avant, c'était mutant, c'est communément admis. Et les ostéopathes travaillent beaucoup là-dessus, que le corps humain est composé essentiellement d'intensigrité à différents niveaux. Par exemple, la colonne vertébrale n'est pas une colonne, mais est un système, on va dire que c'est un peu ça, quoi. Vous avez les vertèbres qui s'appuient que accessoirement au travers des disques. Les vertèbres sont suspendues, et ce qui donne la souplesse. Et même à l'intérieur des os, les os ont beaucoup de souplesse. Et à l'intérieur des os, ce sont des tensibilités. Et ce sont des tensibilités évolutives. D'ailleurs, j'ai vu un film, ça je vais essayer de vous le retrouver, sur la presse sur Internet, où on voit un os vivant qui est mis en sollicitation, et vous voyez des zones de traction qui pètent et qui sont restituées par d'autres, etc. Et donc c'est tout ce système de sensibilité qui donne tant la résistance que, comme tu disais, la souplesse et l'absorption. Ça revient à ce que vous disiez aussi avec la tour Eiffel, en fait. Parce que c'est la structure hiérarchisée, c'est ce qui constitue la structure de la matière qui fait qu'en fait, un bout va casser, mais ne va pas jamais transmettre la force aux autres parties. Tu as raison, mais disons, dans la sensibilité, disons que, comme on dit, c'est aussi un bon mot, on peut dire que le fait que c'est pas calme. Donc on restitue, mais là on est dans une structure passive. Et on se rend compte, par exemple, si je change un petit peu, on peut parler 2 minutes du béton précontraint. Donc on l'a vu la dernière fois aussi, je vous ai montré cette couverture de hall où vous avez les colonnes et puis vous avez les câbles à l'extérieur. Donc on se rend compte que les structures, donc vous avez bêtement avant on faisait bêtement des structures passives. Comme une cathédrale, vous avez un empilement de pierre blanc. Et quand on est si, donc ça c'est vraiment une structure tout à fait passive. Si maintenant je parviens à induire dans la structure des efforts préliminaires, je vais, comme je le disais la dernière fois, mettre de la matière grise, si on veut, pour remplacer la matière vraie qu'on appelle aussi matière grise dans la problématique du CO2. Et par exemple, si je vais vous expliquer un petit peu dans le béton précontraint, par exemple, vous avez souvent on explique le béton précontraint comme simplement, je prends une pile de livres, je mets mes mains dedans, je comprime, et du fait de la compression entre les livres, je peux déplacer la pile de livres. C'est une explication qui est très réductrice. Le béton précontraint, on peut l'expliquer plus intelligemment comme ceci. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand les mecs ont inventé le béton précontraint, ils n'avaient pas tout à fait compris, vous avez bien entendu compris que je prends une poutre, dans une poutre j'ai de la traction, que le béton ne résiste pas en traction, donc je vais précomprimer mon béton. Ça, c'était leur compréhension. Mais ils n'avaient pas compris que c'était plus fort que ça. Parce que, regardez, j'ai 3 éléments de pontage possibles. J'ai
Ce sont mes trois. Ça, c'est mon matériel pour pomper. J'ai la poutre qui me donne que des efforts. J'ai l'arc qui me donne des efforts comme ça. Et j'ai la chaînette qui me induit des efforts. Bon, non, je vais mettre ce qui est induit, qui induit des efforts comme ceci. C'est toujours compliqué, action ou réaction. Hein. Et la chaînette donne des efforts comme ça. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'est le. Donc, toutes ces formes ont des avantages et des inconvénients. Donc, cette forme-ci, l'arc, a l'inconvénient d'être en compression et de donner des forces à l'extérieur. La poutre, elle a l'inconvénient d'être massive et l'avantage de donner des forces verticales. La chaînette a l'avantage d'être légère et l'inconvénient de donner des forces horizontales et l'inconvénient d'être déformable. Si j'utilise une chaînette et une poutre ensemble, je peux éliminer les inconvénients et favoriser les avantages. Et quand on fait de la précontrainte, ce qu'on fait, on met dans la poutre un câble comme ceci. Et donc ce que je fais une poutre, je mets une gaine dedans, j'enfile un câble dedans et je tends le câble. Le câble chaînette n'a qu'une seule envie, c'est de se mettre à l'horizontale. Il soulage la poutre, mais il a besoin d'un blocage et je vais le bloquer contre ma poutre. Et donc, lorsque j'utilise une poutre toute seule, elle est assez poussive, c'est une structure passive, mais déjà un peu plus intelligente que l'arc maintenant en compression. Elle travaille déjà en convection, mais elle est assez poussive, elle est lourde. Je lui ajoute une chaînette, qui est une structure, on va dire, dynamique, du deuxième ordre, subtile, légère, et la mise en tension de cette chaînette va soulager la poutre. Et la poutre va bloquer la chaînette, et la poutre va donner la raideur à l'ensemble que la chaînette n'a pas tout seul. Et le stade suivant, on va dire, c'est les structures en tensibilité. Donc, et c'est pour ça que le corpusculin, c'est un truc vachement subtil. Et d'ailleurs, la perception qu'on en a évolue aussi. Avant, quand on parle de colonne vertébrale, on croyait empilement. Mais quand on est dans la tensibilité, c'est des structures qui sont du deuxième ordre dans lesquelles on induit, la précontrainte aussi, dans lesquelles on induit des efforts préliminaires. Donc ça, c'est vachement intéressant. Je vais induire des efforts pour contrebalancer les contraintes que je vais avoir plus tard. Et d'une part, en induisant les efforts, je le fais avec des systèmes souples et je donne à ma structure une certaine souplesse. Ok. Alors, mais donc il y a, par exemple, s'il y en a un parmi... Oui. Moi j'ai compris comment ça fonctionne ça, mais j'ai pas compris quelle typologie ça existe dans... C'est la colonne vertébrale. Non, ça fait une parenthèse. Non, c'est pas... okay. Non. Disons que ce que je veux dire, c'est que il faut... Donc il y a deux choses, et peut-être que c'est un peu confus. Il est intéressant de pré-solliciter les structures. D'accord ? Parce que dès qu'on pré-sollicite, on va déjà induire dans une structure un effort opposé, ou en tout cas des contraintes opposées à ce qui va venir après. Donc, dans le corps humain, il y a aussi de la pré-sollicitation. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que lorsque je marie des formes, il y a trois manières de ponter. Là, je sors du corps humain. Il y a ça. Et les trois ont des avantages et des inconvénients. Et si je marie les deux, je peux effacer les inconvénients et cumuler les avantages. Okay. Et ici, dans le cas du béton très contraint, le fait de tendre mon câble va soulager la poutre et va permettre d'avoir une poutre plus légère parce que je pourrais déjà équilibrer tout le poids propre, rien par la mise en tension plus propre du câble. J'ai besoin pour ma chaînette un blocage, et je l'ai ici sur ma poutre.
Je peux même aller plus loin. Si je me bloque sur la poutre, je comprime ma poutre ne va plus se fissurer, elle aurait une meilleure raideur, mais ça on est déjà plus pointu ingénieur. Et le troisième ou quatrième avantage, ma chaînette qui est la structure la plus efficace et qui est fort déformable, si je la combine avec une poutre qui est raide, je vais gagner, je vais avoir moins d'inconvénients de sa déformabilité. Et comment s'appelle ce système? Ça c'est le béton précontraint. Okay. Ouais. Mais qu'on regarde trop souvent comme étant simplement... Donc, les inventeurs du béton précontraint sont dit, et d'ailleurs c'est parti du béton armé, le béton est une pierre artificielle, le béton. Une pierre ne résiste pas bien aux tractions. Donc je dis génial, j'ai trouvé une pierre artificielle, c'est fabuleux, mais avec ça je peux pas faire. Non, je ne peux rien faire. Avec une pierre artificielle, je peux faire ce que je peux faire avec les pierres. Donc c'est-à-dire des murs verticaux, et des structures en arc. Et d'ailleurs, les premières structures en béton, avant le béton armé, c'est des arcs. C'est des arcs et des voiles et des colonnes. Où est-ce que j'étais parti? Oui. Et alors, donc, ils se disent, punaise, mon béton ne résiste pas à la traction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le marier de manière passive à des armatures. Donc je mets des armatures dedans, donc toutes les zones, il va se mettre en traction. Et je fais du béton armé. Mais c'est quelque chose de passif. Et puis, quand on réfléchit un peu plus loin, on peut le marier de manière active. On dit, mais je peux, plutôt que de mettre une armature passive, je vais mettre un câble qui va comprimer mon béton. Et la manière dont ils avaient eu l'idée, c'est de se dire, j'ai ce problème avec la non-résistance à la traction j'ai le problème avec la non-résistance à la traction du béton. J'ai deux voies, par exemple. S'il pleut, vous avez deux possibilités de ne pas sortir ou prendre un parapluie. Donc pour le béton, je peux avoir deux voies. C'est soit se dire mon béton ne résiste pas à la traction, je vais mettre des armatures. Soit je vais faire quelque chose pour éliminer l'attraction. Et éliminer l'attraction, c'est la précontrainte. Et c'est pour ça que les premières idées de béton précontraint, c'était on va comprimer le béton. On va pré-comprimer le béton. C'est pour ça qu'on appelle ça de la précontrainte. On va pré-comprimer le béton. Et c'est pour ça que quand on prend une pile de bouquins, on met ses petites mains, on écrase. Et parce que quand on a une pile de bouquins, c'est une poutre. Et si je la pré-comprime, j'ai la contrainte de compression entre tout le bouquin qui étant supérieure à la contrainte de traction de la flexion de la poutre, fait que vous pouvez transporter votre pile de bouquin. Ça, c'est de la précontrainte. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ils ont fait cette précontrainte, avec des câbles paraboliques, ils ont fait quelque chose de plus intelligent que ce qu'ils croyaient faire, en mariant les deux formes structurales. Ok? Voilà, mais je vous propose... Je vais commencer une phrase en disant d'ailleurs, si un étudiant, je crois que vous allez dire, on peut étudier la tenségrité. C'est bien entendu, parce que je dis si un étudiant a, parce que la tenségrité, tu vois, par exemple, si l'un d'entre vous a l'objet, parce que comme il y a, d'ailleurs on va encore parler cet après-midi, il faut commencer à réfléchir, il y a d'une part le projet que vous voulez développer et l'objet que vous voulez analyser, l'objet analysé peut être de la tenségrité dans le corps humain. Si vous avez une structure dans laquelle vous avez de la tenségrité après. Donc je veux dire, l'objet analysé peut ouvrir une autre porte. On peut faire quelque chose de prospectif, on est obligé de faire quelque chose qui soit sûr de réussir, ou on peut faire des recherches un peu... On pourra aussi faire un peu des recherches, mais il faut que vous ayez... il faut que ce soit suffisamment cadré, parce que donc c'est pas cadré, c'est pas le mot. Mais moi je ne voudrais pas qu'à un moment donné on se retrouve en disant qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi j'ai une idée, mais je ne sais pas trop si ça va être faisable ou pas. Donc on se retrouve à 2h, et là on va faire du prédimensionnement. Et le fait finalement, il est aujourd'hui, on termine à quelle heure?